une équipe de Bruges où tous les joueurs ont envie de montrer leur niveau, c'est certainement la meilleure équipe du championnat. Je trouve qu'avec City, ou même le PSG, qu'on dit peut-être potentiellement favori, on a moins ce sentiment-là. On est moins sur 2 en Champions League. Depuis que je connais le Soulier d'Or, que je vois personne qui s'est vraiment démarqué. Salut tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver pour ce nouveau numéro du podcast Entre les lignes, le premier de 2022. D'ailleurs, bonne année à tous, meilleurs vœux, je vous souhaite le meilleur. Et avant même de commencer, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo si vous êtes content de nous retrouver. Alors au programme aujourd'hui, on tirera un bilan de la première partie de saison avec nos tops, nos flops. On tirera un bilan également de la Pro League. Ensuite, on parlera un petit peu du mercato. Puis retour en Belgique pour analyser la deuxième partie de saison. Et puis direction l'Angleterre avec une première ligue totalement dingue. Et ensuite, on parlera un petit peu de la CAN. Et pour m'accompagner aujourd'hui, et comme toujours, Marvin Ogunjimi. Comment tu vas? Très très bien et bonne année à tous. Bonne année, bonne année. Et pour la première fois dans ce podcast, nous avons Guillaume Gauthier, journaliste sportif au Sport Foot Mag. Merci d'être là. Avec plaisir. Et bonne année. Pareillement. Alors, on va directement commencer. Qui est, ou quel entraîneur, quelle équipe, quel joueur est votre top de la première partie de saison? Qui commence? Comme toujours, l'invité. Allez, Gauthier. Guillaume. L'équipe, évidemment, c'est l'Union Saint-Gilloise, qui est sans doute l'équipe la plus impressionnante depuis le début de saison. Il y a pas mal de joueurs qui se mettent en évidence dans l'équipe, mais je crois que le travail qu'on doit souligner, c'est aussi celui de l'entraîneur, Felice Mazzu. Non seulement par le fait qu'il est en tête du championnat, mais aussi par le fait qu'il ait accepté à la base de ce défi de retourner en deuxième division, ce qui n'était pas facile. On parle d'un gars qui est passé de coacher en Ligue des Champions contre Jürgen Klopp à se retrouver à coacher un match de Ligue des Champions. D'ailleurs, tout le monde se posait des questions quand il est descendu en D1B, tout le monde disait mais qu'est-ce qu'il fait c'est ça. Et au final, il a été champion, ce qui était vraiment l'exigence du club, avec une grosse marge d'avance. Et là, il continue sur leur lancée. Et c'est devenu maintenant, peut-être pas le favori, mais en tout cas un candidat au titre, ce qui était encore impensable il y a 1 ou 2 mois, mais avec les points qu'ils ont pris jusqu'à la trêve, on ne peut pas dire que le titre va se jouer sans l'Union maintenant. Et en plus, meilleure défense, meilleure attaque, meilleur buteur, en fait ils ont tout. Oui, ils sont assez complets. Il faut voir comment ça va suivre avec le mercato. Peut-être pas. Parfois, on dit est-ce qu'ils vont perdre des joueurs? Et c'est pas toujours seulement le problème qu'il peut y avoir. On peut aussi garder un joueur qui n'a pas envie de rester, ou un joueur qui a une belle offre et il se dit avec le recul, est-ce que j'aurais pas dû partir? Et tout ça, ou même parfois amener un nouveau joueur, ça peut casser une dynamique dans un groupe qui peut les mettre en difficulté. Pour moi, c'est un des principaux dangers pour l'Union, c'est le mois qui va venir maintenant. Et pour toi, Marvin? Non, pour revenir sur Mazzu, je pense que Guillaume a raison. Je pense que avant à Charleroi, il a fait son travail. Et les meilleures choses qu'il a pu lui avoir fait, c'est son échec entre guillemets à Genk. Exactement. Je pense que ça lui a fait remettre plein de questions dans sa tête. Et il est descendu. Et depuis qu'il a fait ça, franchement, pour moi, c'est, je pense, qu'un des meilleurs coachs. Mais c'est un coach, comme tu le dis, qui se remet vraiment en question. Hein. Au début, il dit que c'est un coach défensif, mais ce qu'il fait maintenant avec l'Union, c'est qu'attaquer. C'est pas pour rien qu'il a les meilleures attaques dans le championnat. Donc, je pense qu'il a bien fait d'avoir son échec à Genk, entre guillemets, et pour montrer maintenant à tout le monde que voilà, c'est un très bon coach. Et que ce qu'il a fait à Charleroi, c'était pas que de la chance, c'était du talent d'un coach. Pour moi, c'est Anderlecht. Tout le monde parle toujours de Kompany. Il y a 7-8 semaines, les gens disaient que c'est trop haut pour lui. Il ne sait pas assez travailler avec que des jeunes. C'est pas assez. Mais ce qu'il a fait montrer depuis, je pense que depuis qu'il a fait rentrer Rafaelov dans l'équipe, ça aussi, ça a beaucoup changé pour l'équipe. Mais je pense que les gens ont trop vite critiqué Kompany. Et ce qu'il fait maintenant, c'est magnifique. Et tu penses qu'il va réussir à tenir la longueur? Je pense que oui. Je pense que maintenant, il a trouvé le bon équilibre dans l'équipe. Je pense que Rafaelov, il a trouvé son leader sur le terrain. Et beaucoup de questions, pourquoi il a seulement fait rentrer tard comme ça dans la saison. Mais je pense qu'on voit tout et nous, il sait certaines choses que nous, on ne sait pas. Et ce qu'il a fait avec lui, c'est son point fort et c'est magnifique. Et sur une note un peu plus négative, votre flop, ce serait qui, quoi? La grosse déception dans le championnat belge, évidemment, c'est le Standard actuellement, qui est beaucoup trop bas dans le championnat, où il y a plein de problèmes extrasportifs qui ne facilitent pas la tâche sportive, et où en plus on a un groupe qui a eu 3 entraîneurs successifs maintenant, et le groupe a très peu changé finalement de Montagnier à Ley à maintenant Elsner. Et les problèmes se renouvellent. Il y a des gens, des anciens staffs qui disent maintenant, on voit bien que le problème, c'était pas nous. Que le problème, il venait plus de
du fait qu'il manque des leaders dans cette équipe. Alors c'est toujours un grand cliché dans une équipe qui ne fonctionne pas, on dit toujours qu'il manque des leaders. Mais ici, le problème, c'est que les joueurs les plus expérimentés ne sont pas les joueurs du meilleur niveau. Et on parlait de l'exemple d'Anderlecht avec Refaelov, ça a changé les choses parce que Refaelov, il a une expérience incroyable, mais en plus, il est sportivement incontestable. Maintenant, il joue, il marque à tous les matchs. Et c'est un joueur comme ça qui manque au Standard, en fait. Quelqu'un qui est un patron dans le vestiaire, mais qui justifie sur le terrain ce statut de patron. Il est humble et surtout au début, il était sur le banc, il n'a pas fait de problème. Je pense qu'il y a assez de joueurs dans la même situation. Ils ont le foot bordel dans l'équipe. Lui, il est resté humble, il n'a pas parlé dans les journaux, il n'a pas parlé nulle part sur les réseaux sociaux. Et dès qu'il est rentré dans l'équipe, à chaque fois, il marquait, il mettait des assists. Et en inverse, je pense que maintenant, il regrette de ne pas avoir fait signer plus vite. Mais voilà, des joueurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup en Belgique. Et lui, il a vraiment montré que voilà, c'est important dans une équipe. Et comme tu dis, Standard, il n'y a personne. Il n'y a personne avec la mentalité de Rafaelov, de rester humble surtout, et de rester travailler. Et Standard, comme tu l'as dit, c'est plus un problème d'en haut et tout le monde le sait. Et c'est triste pour une et ça ne va pas aller en s'améliorant en plus. C'est ça le truc. C'est quelque chose que tu sens. Quoi. Quand tu es dans un vestiaire et que le club ne tourne pas, ça ne t'aide pas à être bien et à être tiré vers le haut. Quoi. Tu sens qu'il y a des questions partout en fait, dans ce club, que les joueurs eux-mêmes se posent des questions sur ce qui se passe. Quoi. Oui, c'est ça. Et une équipe comme Standard, normalement, c'est le top 4 en Belgique. Tout à fait. Et les voir où ils sont maintenant, c'est triste et c'est comme ça. Et toi, ton flop Standard aussi, ou même à une échelle européenne Oui, mais GBA. GBA, ouais. Je ne peux pas comprendre comment une équipe, l'année passée, ils peuvent 9 points. Autant ils peuvent marquer des buts. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont pris en haut pour dire, écoute, on a eu Losada et Will Steele, de faire un choix de culture pour aller à Petermas. Je pense que c'est là qu'ils ont foiré et c'est là qu'ils vont descendre. Parce que si maintenant ils avaient pris un coach peut-être moins défensif, je pense que ça allait aller. Parce que si tu entends les joueurs parler, c'est la première fois depuis ma carrière de 16 ans, je suis autant fatigué que j'entends à la maison, j'ai juste envie de dormir. C'est pas normal. C'est pas normal pour les joueurs de foot qu'ils disent ça après 16 ans. Donc pour moi, ils ont vraiment foiré. Et de voir maintenant le nouveau coach qu'ils ont signé il y a 2 mois, que lui-même maintenant je pense qu'il part, c'est qu'il y a vraiment un problème. Mais c'est instable. Donc, ils ont pris un 7-0 en plus là à Anderlecht juste avant voilà, la trêve. Donc on peut parler des standards, mais aussi pas parler des GBA, alors que comment c'est possible qu'ils ont eu 2 coachs maintenant en 4 mois, 5 mois, et rien n'a changé. On a eu Pierre Bourdin ici il y a quelques semaines, et lui-même il a dit que le nouveau coach, il ramène quelque chose. Exactement. Mais au final, maintenant, il est parti aussi, donc alors qu'il y a un problème, alors qu'aussi ils vont chercher des joueurs que personne ne connaît, ils payent des grands montants, alors que dans le championnat belge, il y a assez de joueurs pour jouer. Donc, je ne comprends pas, pour moi, c'est GBA la déception totale. Est-ce que Bruges aurait une petite déception ou pas quand on fait le bilan du premier tour? Pour moi, non. Pour moi, ils sont toujours deuxième ou troisième. Donc, je pense qu'avec tous les matchs qu'ils ont eu, ils sont à 7 points de l'Union, ils sont deuxième. Nous, maintenant, on met tellement la barre haut pour Bruges parce qu'on nous avait joué l'année passée en Ligue des Champions. On nous avait joué contre Leipzig, contre PSG. Donc, on dit, mais ils sont trop forts. Mais en fait, le foot, chaque semaine, c'est de nouveaux matchs. Et les championnats belges, c'est totalement différent. Et je pense que tellement eux-mêmes, ils ont mis leur barre haut et que nous aussi, on accepte ça. Mais voilà, c'est comme ça. Mais pour moi, non. Oui, il va y avoir sans doute un changement d'entraîneur à Bruges. Normalement, on va apprendre aujourd'hui officiellement que Philippe Clément va à Monaco. Et je pense que ça peut leur amener une nouvelle dynamique. On sent qu'il y avait quelque chose d'un peu essoufflé, ça faisait un petit temps, avec une grosse base de joueurs qui est toujours la même. Enfin, des gars comme Mata, comme Van Aken, Vormer, Mats Ritz, c'est tous des gars qui sont là depuis maintenant 3, 4, 5 ans. Et c'est toujours la colonne vertébrale de l'équipe, mais on sent qu'il y a une usure par rapport à Philippe Clément, qu'il n'a plus su apporter la dynamique qu'on avait vue contre Paris au premier match de Ligue des Champions et puis après contre Leipzig. Mais après, cette dynamique-là, elle a un peu disparu. Il y a eu pas mal de conflits en interne aussi, avec Vormer notamment, qui font que ça ne fonctionnait pas. Mais je pense qu'un nouveau coach et une nouvelle dynamique, à chaque fois quand il y a un nouveau coach... Ça peut être que positif en fait. Oui, parce que les joueurs... souvent on repart un peu de zéro. Donc les joueurs, quand il y a un nouveau coach, les premières semaines, qu'est-ce qu'ils font? Ils se montrent à l'entraînement parce qu'ils veulent rentrer dans les plans. Ils ne savent pas si... Tout à fait. Enfin, je veux dire, il y a des joueurs qui étaient sûrs, même quand ils étaient moins bons, qu'avec Clément, ils allaient jouer. Tout à fait. Maintenant, avec le nouveau coach, on ne sait pas qui ce sera. Mais de toute façon, il y aura cette dynamique-là. Et rien que ça, une équipe de Bruges où tous les joueurs ont envie de montrer leur niveau, c'est certainement la meilleure équipe du championnat. Donc, c'est un peu décevant de les voir à 7 points du premier, mais c'est aussi le mérite de l'Union.
Et c'est décevant de les voir éliminés en Ligue des Champions vu leur début de campagne. Mais si on avait dit au début de la phase de poule, ils sont avec PSG, City, Leipzig, ils vont être 40e, tout le monde aurait dit 4e. Bah oui, mais donc je pense qu'ils vont se relancer et que ça reste quand même le grand favori pour le titre. Donc ouais, tous d'accord, bilan Union solide leader, Bruges présent, Anderlecht aussi, et 4e, on verrait un petit Anvers, et encore on n'est même pas sûr, à voir un peu qui terminera dans le top 4. Moi je pense Charleroi, il ne faut pas Charleroi. Ouais, je pense. Bon, maintenant ils ont perdu Nicholson, donc je ne sais pas si qui était leur meilleur buteur. Mais chaque année, ils font des bons transferts qu'on se dit, waouh, c'est quel joueur, donc on verra bien. Gand qui est bien remonté aussi. Ouais, Anvers, Charleroi. Anvers, Charleroi, peut-être Genk, si jamais ils peuvent se remettre. Bon, maintenant, ça, Onuachu, je ne sais pas combien de temps il est dehors. Et on va voir, parce que maintenant, ici il y a la CAN aussi, donc on va voir quelle équipe qui vont perdre leurs joueurs. Et bon, pas beaucoup, mais comme Gantoise, ils ont perdu Tissou Dali. C'est un joueur clé pour eux les dernières semaines, donc reste à voir, mais je pense Anvers, normalement, ils doivent être là, mais on ne sait jamais. Et ben, tu as un peu commencé à parler du mercato, parlons un petit peu du mercato. Donc, Philippe Clément qui partirait à Monaco, donc il a été vu hier. Donc, tu as dit que c'était une bonne idée. Est-ce qu'on voit d'autres potentiels départs ou arrivées dans le championnat belge ? Je pense que ça va être un mercato plutôt calme parce que tous les clubs n'ont pas d'énormes moyens. Et que donc quand il y a un club qui veut vendre un joueur, il demande beaucoup trop d'argent, puisqu'ils ont tous besoin d'argent. Et quand il y a un club qui veut en acheter, il n'a pas trop d'argent. Donc simple exemple, la Gantoise, ils aiment bien Hugo Kuipers de Malines. Malines a demandé un montant que la Gantoise dit on ne va jamais payer ce montant-là pour le joueur. Et donc ça va être des négociations qui vont bloquer. Je pense que c'est des choses qui vont arriver souvent. Après, il va y avoir, je crois que Charleroi, il va encore y avoir 2-3 renforts. Anderlecht, sans doute aussi. L'Union, ils ont dit qu'ils allaient se renforcer un peu. Au niveau des départs, vous voyez des départs moi, je pense qu'il faut surtout regarder à Bruges, parce que chaque fois, il y a un coach qui part, il y a toujours des joueurs qui veulent partir aussi. Moi, je pense à un Lang, que j'ai vu que son caractère, ça commence un peu vraiment ça limite. À irriter un peu. Ouais. Et on ne sait pas que le prochain coach, il va accepter ça. C'est toujours comme ça. Donc, je pense qu'un Lang, peut-être, Mata, peut-être, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a toujours 1-2 joueurs qui ont envie de partir. Surtout avec le départ de Clément. Donc, moi, je regarde plutôt à Bruges. Et pour le reste, je ne pense pas qu'il va y avoir des grands départs. Comme Guillaume l'a dit, les clubs n'ont pas trop de moyens. Il y a aussi le Covid, ce que disaient tous, c'est le Covid qui fait que les transferts sont un peu plus compliqués aussi. Voilà. Ce qu'expliquaient tous. Oui, et puis il y a les demandes. Par exemple, Mata, il avait des possibilités pour partir l'été dernier. Il avait des contacts en Espagne notamment. Et je pense que lui, ça l'aurait intéressé de relever un nouveau défi maintenant. Mais Bruges demandait entre 10 et 15 millions pour un joueur qui est quand même plus tout jeune. Clinton, il a déjà... 28-29 ans. Donc on est vraiment dans cette situation-là. Dès qu'il y a, comme tous les clubs ont besoin d'argent, dès qu'il y a un de leurs joueurs qui suscite de l'intérêt, ils demandent beaucoup. Et ça freine très vite des négociations. Et ça peut frustrer certains joueurs. Donc ça peut être le problème dans certains clubs pour entretenir la dynamique maintenant. Est-ce qu'il vaut mieux parfois vendre un joueur un peu moins que ce qu'on espère, mais le vendre au bon moment, que de risquer de le garder, de voir sa valeur diminuer et de devoir le vendre moins cher dans quelques mois? Parce que Nicholson, c'est un bon transfert, c'est 10 millions finalement. Mais il a montré vraiment les dernières semaines, il marque avec les yeux fermés. Depuis qu'il est arrivé à Belgique, il a toujours mis ses buts. Mais cette année, vraiment, il a pris une certaine dimension que je pense qu'il est prêt pour partir. Après, pour les arrivées, je pense que Standard, eux, ils ont besoin un numéro 9, parce que Klaus, il a mis 2 buts, Müller, il a mis 3 buts. Donc, avec ça, tu ne vas pas terminer loin de dernière place. Donc, je pense qu'ils vont se renforcer. Mais après, avec quel argent ? C'est ça le problème. Donc, Et Philippe Clément, Monaco, c'est une bonne idée ? Moi, ça me surprend. En fait, il a une très bonne cote hyper bonne, en France, notamment de par ce match aller contre le PSG, où en France, beaucoup d'observateurs avaient été impressionnés. Même ce qu'il a fait en Belgique, d'abord. Oui, c'est ça. Il est quand même triple champion de Belgique. C'est ça ce que j'allais dire. Donc, Mais il est toujours arrivé dans des situations idéales. C'est-à-dire que quand il est arrivé à Genk, il avait une équipe incroyable. Quand on voit où sont les joueurs maintenant, Malinowski, Joachim Mehl, Pozuelo qui était incroyable, Berg, Trossard. C'est vrai, ça. Il avait une équipe complètement folle. Et puis après, il est parti au moment où Genk allait devoir vendre tous ses joueurs pour arriver à Bruges qui achetait Mignolet, qui achetait Simon Deli en défense, qui mettait 8 millions pour Okereke devant. Donc qui se renforçait aussi. Donc au final, il a été 3 fois champion, mais sans doute 3 fois avec la meilleure équipe. C'est ça. Ici, il va débarquer dans une situation un peu différente, et il faut voir comment il va pouvoir gérer ça.
Et au niveau européen, vous pensez que Mbappé va déjà signer maintenant au Real ou pas? Je pense que oui, mais comme le match bientôt, Mais c'est ça, ils ont leur confrontation en Ils vont pas février. encore le dire parce que sinon lui-même il va se tuer tout seul ce match-là. Parce qu'apparemment, il y a déjà un contrat sur la table, hein, avec une prime à signature, avec le salaire, etc. Tout a déjà été plus ou moins décidé. Je pense que c'est normal. Je pense qu'hier ou avant-hier, j'ai vu une liste des joueurs qui sont libres à la fin de cette année. Exactement. C'est incroyable. Il y a des noms de dingue. Il y a des noms que tu t'es dit avant, c'était pas possible. Avant, les joueurs voulaient toujours avoir une certaine contrat dans la main. Et maintenant, ils jouent avec leur carrière parce qu'une blessure, c'est pas loin. Mais Paul Pogba aussi, hein, qui sera libre. Mais il y en a beaucoup, je pense. Ouais, Il y en a un 8 truc ou de 9 dingue, qui sont, hein. qui sont là. Qui sont... Rudiger aussi. Rudiger, mais qui irait au Real Madrid. Hein, Mais c'est toutes des situations en fait où maintenant les joueurs, ils ont, si jamais leur club n'a plus de contrat en C'est main, ça. forcément ils coûtent moins cher, donc ils peuvent négocier un beaucoup Comme plus ils gros veulent, salaire, ils exactement, peuvent négocier surtout. une plus grosse prime à la signature. Exactement. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus souvent, des joueurs très importants qui vont arriver en fin de contrat et pouvoir signer un peu après, un peu où ils veulent. Enfin, c'est arrivé avec Messi aussi. Tout à fait, oui, c'est ça. Donc, à partir du moment où ça arrive avec un gars qui à ce moment-là sextuple le ballon d'or, À fond. c'est que ça peut devenir la situation de tout le monde. Et je pense que les prix ont tellement flambé à un moment et que voilà, Tout à fait. Neymar, ça avait été 222 millions. Wow. On n'est plus passé au-dessus depuis parce que les clubs se sont dit c'est plus possible de Mais dépenser de tels montants. Et donc quand on signe un contrat maintenant dans un club en tant que top joueur, on est quasiment obligé entre guillemets de l'honorer jusqu'au bout. Même Hazard, le Real le voulait un an avant. Tout Et à ça fait. a peut-être été un grand changement C'est dans ça. sa carrière. Exactement. Mais c'était impossible de le payer à ce moment-là parce qu'il restait 2 ans de contrat. Ouais. Et à 1 an de la fin de son contrat, alors qu'il n'était plus non plus, c'était pas un joueur de 19 ans, quoi, Non, le Real l'a encore payé 100 millions. exactement. Plus de 100 millions même. Ouais, on parle même de 160 Oui, c'est ça. officieusement. Donc Ouais. on en arrive à des situations où il vaut mieux attendre un an en plus et l'avoir gratuitement après. Non, Je- non, il a raison. Moi aussi, dans le cas quand j'étais à Genk, il y avait un joueur qui s'appelle Tozer. Lui aussi, il était fin de contrat en juillet. Et il a Genoa qui le voulait. Il voulait payer encore en décembre 1 million à Genk. Mais lui, il a dit non, j'attends. Il a signé en janvier, gratuit. Mais le million, il a pris comme prime Ouais, signature. c'est ça Donc, comme prime. de plus en plus, ça va arriver dans le foot. Et je comprends le joueur. Après, si tu te blesses, c'est moins. Mais de toute façon, je pense que maintenant, si les clubs, le foot est devenu business. Donc, beaucoup de clubs, ils vont dire quoi, ok, tu étais fin de contrat, on ne te laisse plus jouer. Et avant, les joueurs, ils avaient peur de ça. Maintenant, ils n'ont plus peur parce qu'ils savent que, voilà, que dès que je deviens libre, je peux signer où je veux. Et pour Mbappé, aller à Madrid bien sûr, avec Benzema ensemble, je vois très Ça va bien. être incroyable. Après, je pense que ça sera la fin de Hazard là-bas, mais voilà. Ça fait trop de la peine quand même de se dire ça. Et Ferran Torres qui a signé au Barça pour 55 millions. Moi, je ne pensais pas qu'ils avaient autant d'argent à dépenser, le Barça. Et quand même, ils arrivent à trouver une telle somme pour ce joueur, quoi. C'est pour ça aussi la raison que Dembélé il a refusé son contrat, je pense, parce qu'il a dit que Vous avez vu combien il a demandé? est-ce que c'est vrai 40 millions par an, c'est pas possible ça. Mais c'est ça, c'est fou ce qu'il a demandé. Mais moi, je pense pas que c'est possible. Je pense que c'est surtout qu'il a autre chose derrière Ok. la tête. Parce que moi, je je trouve pense ça indécent. Enfin, Je pense qu'en Angleterre, il y a avec Newcastle maintenant qui veut tout le monde. c'est ça. Donc je pense que Et tout le monde qui 40 refuse. millions, c'est beaucoup. Mais après, je le comprends parce qu'ils ont demandé qu'il diminue son contrat parce qu'ils ont un problème d'argent. Mais après, lui-même, il doit lire qu'ils ont acheté pour 55 millions d'euros Torres. Donc il doit se dire, mais vous dites que vous me voulez vraiment, vous n'avez pas d'argent. Moi, vous voulez chercher un jour pour 55 millions d'euros, c'est un peu délicat et double. quoi. Donc voilà. Ouais, et puis il y a des déclarations qui, enfin, avec le recul, j'imagine qu'on va en parler pour Lukaku à après, fait. mais maintenant toutes les déclarations, elles pèsent. Et quand il y a quelques mois, Laporta, le président du Barça, il dit pour moi Dembélé c'est plus fort que Mbappé. Oui, c'est vrai. Non, t'as Dembélé il raison. peut se dire ok, T'as paye-moi raison. comme Mbappé. T'as raison. Alors, Et ça, c'est vrai. il est vraiment fort. Hein. Je l'ai vu jouer ce dernier match, il est vraiment fort. Non, malheureusement, il est toujours Mais blessé. c'est ce que j'avais dit. C'est le problème. C'est un gros pari Mais, que, ouais, enfin, mais tu vois. sans blessure, les joueurs, il peut aller à gauche, à droite. Enfin, D'office. sans blessure, je pense qu'il peut dans le top 10 au monde. Ouais. Mais il est tout le temps blessé. Ça, il c'est est un tout fait le temps aussi. blessé. Ouais, tout le temps. Ouais, c'est dommage parce que quelle qualité. Retour Belgique. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette deuxième partie de saison jusqu'aux playoffs ou même après les playoffs? Bah, il va y avoir, je pense, une lutte très intéressante pour sans doute la 4e place dans les playoffs 1 si la dynamique continue comme ça, entre Gand, Antwerp, Charleroi, Genk. Je pense que c'est ces équipes-là qui vont lutter jusqu'au bout et ça va être assez intéressant à suivre. Et puis la lutte pour le maintien qui concerne encore pas mal d'équipes. Il va y avoir Serein qui va changer d'entraîneur, qui va prendre un entraîneur français ici, le Standard qui va devoir se relancer.
le mercato pour ça va être important. Standard est 15e. Hein. Oui, et il va falloir se renforcer vite parce qu'il y a pas mal de matchs en janvier. Oui. Et si on attend le 31 janvier pour se renforcer, là, je crois qu'il ne reste plus que 7 ou 8 matchs, quelque chose comme ça. Et donc, là, la marge deviendra assez faible. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de clubs qui vont essayer de boucler au moins 2 ou 3 recrues très rapidement, comme Charleroi l'a fait. Ici, ils se sont déjà renforcés avec 3 nouveaux joueurs. Ils doivent encore remplacer Nicholson. C'est un des projets. Mais ça, ils peuvent se permettre d'attendre parce qu'ils ont signé 2 attaquants. Donc, ils ont fait 2 attaquants qui ne sont pas a priori des remplaçants de Nicholson, mais au cas où, en fait, ils ont recruté intelligemment là pour l'instant. Et comme ils ne sont pas sous pression, ils ne vont pas se retrouver le 30 janvier avec un club qui va leur dire « Ah bah, si vous avez vraiment besoin d'un attaquant, donc vous devez payer plus cher que ce que vous voulez. » Donc ils sont dans une bonne situation. Je crois qu'on va avoir beaucoup de clubs qui, d'ici la prochaine journée de championnat, vont essayer de boucler des transferts. Et puis, un dernier rush fin janvier, mais qui sera sans doute pour soit les opportunités, soit les clubs qui seront en retard. Quoi. Et puis tu parles de bataille pour la 4e place, mais aussi pour le titre, ça va être dantesque normalement. Entre l'Union, Bruges et Anderlecht, peut-être qu'Anderlecht va rentrer aussi dans la danse. Oui, mais déjà maintenant, toutes les équipes ne jouent plus en Europe. Je pense que ça fait beaucoup aussi. Déjà, Bruges, maintenant, ils ont un nouveau coach, donc on ne sait pas comment ils vont jouer. Il n'y a plus l'Europe, donc je pense que ça va faire beaucoup aussi que Union, maintenant, bon, c'est eux seulement qui avaient chaque semaine un match. Maintenant, il y a Bruges, il y a Gantoise qui jouent encore. Il y a Genk qui n'ont plus rien, donc à mon avis, ça va changer de grandes choses. Après, je ne pense pas qu'il reste encore beaucoup de matchs. Il y a 13 matchs ou 12 matchs, je pense, encore à jouer, donc ce n'est pas beaucoup. Donc, moi, je pense que Gantoise, ils ne vont pas loin du premier 4. Alors, j'espère qu'ils vont pouvoir remplacer Dissoudali. Je ne sais pas où déjà avec sa blessure, je ne sais pas où il en est. Donc, c'est tous des petits détails qui vont faire la différence. Après, je pense qu'Anvers aussi, voilà, ils n'ont pas très, très bien joué les premiers tours. C'était pas le foot qu'on disait waouh. Pas très beau, mais bon, efficace par contre. Je pense aussi internement, il y a quelque chose à régler. Mais ça va être beau à voir. Et pour la descente, je pense que GBA, ils sont. Oui, ils sont à 9 points, à 10 points de l'avant-dernier. C'est vrai, maintenant, ils ont aussi encore un nouveau coach pour la 3e fois aussi. Donc, ça va jouer entre Serein et malheureusement, je pense Standard, parce que je ne vois pas Standard vraiment. Mais moi aussi. S'ils sont à égalité avec Zult, là, 23 points. Non, mais Zult, c'est aussi pas spécialement sur. Enfin, ils ont battu le Standard, mais un peu sur un miracle, parce que le Standard a vraiment dominé le match. C'est vrai que le Standard a 2 matchs de retard. Ils sont à 19 matchs. Oui, c'est ça. Et Zult a fait un 6/6 important maintenant, mais dans le match de retard, enfin, les 2 matchs de retard, il y a Charleroi, mais qui vont perdre par forfait. Et il y a le match contre le Berscott, qui, s'ils peuvent le rejouer, c'est un match où normalement ils doivent prendre les points, et ça les mettrait déjà un peu à l'abri. Saint-Tron n'est pas spécialement bien non plus, et ils ont Suzuki qui retourne au Japon, qui est quand même un de leurs joueurs importants. Donc il y a quand même encore quelques équipes qui sont impliquées là-dedans. Mais je pense que le Wargame, eux, ils ont quand même des joueurs qui peuvent faire la différence. Ils ont Dompé devant, Vossen qui marque, Gano qui marque. Donc tu as besoin des buteurs, et eux, ils ont ça. Standard, ils n'ont pas ça. Non, c'est vrai. Et c'est là un peu que j'ai peur pour eux, parce que s'ils vont gagner, c'est avec 1-0. C'est toujours un peu juste. Alors que ce Wargame, à chaque moment, ils peuvent mettre des buts avec Vossen et Gano et Dompé qui est en forme. Donc, ce Wargame, je ne les vois pas vraiment dans le danger. Mais comme tu dis, Saint-Tron, on parle jamais d'eux en fait. Non, on parle jamais d'eux. Mais je pense qu'eux aussi, ils ne sont pas très forts. Mais tout est possible là-bas en bas avec 3-4 équipes. Qui est votre favori pour le Soulier d'Or ? C'est difficile. Moi, je vote pas. Enfin, j'ai le droit de vote, mais je ne vote pas. Je le laisse à quelqu'un d'autre. Ah, oui, j'ai le droit de vote depuis cette saison. Mais tu votes pas parce que je trouve que voter sur un an pour un truc qui se fait pas sur un an. Ouais. Donc on vote sur 2 saisons, 2 demi-saisons. Ouais. Et puis même voter pour un joueur hors du contexte de son équipe, je trouve que c'est parfois bizarre. Donc, c'est difficile parce que les votes vont être fort répartis. Au premier tour, on va avoir beaucoup de joueurs de Bruges et de Genk, parce qu'au moment où on votait, c'était Genk qui était vraiment impressionnant. Et au deuxième tour, je pense que Undav va sans doute prendre la majorité des points. Mais est-ce que ce sera assez de points que pour gagner sur un seul tour ? Parce que sur le premier tour, il va d'office prendre 0. Ça, je pense pas. Et dans la presse flamande, ça parle beaucoup de Ketelaar. Et généralement, moi, je trouve que ce serait trop tôt, que ce serait pas spécialement mérité. Mais il y a un gros lobby de Bruges aussi pour faire augmenter la valeur de Ketelaar. Et un soulier d'or, ça fait augmenter la valeur. Et toi, Marvin ? Moi, je pense que c'est la première fois depuis des années que il n'y a pas un joueur qui se démarque. Non, c'est ça, il y a beaucoup de joueurs. On se dit, il y a des joueurs comme Onuachu avec tous les buts qu'il a marqués la saison passée.
ce serait logique serait bien sur sa fin de placé, saison ouais. qu'il les ait. Ito, qui était incroyable. Ito, Noah Lang. Noah Lang, Et ici, maintenant, c'est plus Undav, Van Zer. Ouais, mais après, c'est seulement joueur de union, on va dire. Mais Ouais, c'est ça. Ouais. Undav, avec 6 mois, je pense pas que tu peux faire la Non, je différence. crois pas que ce sera suffisant. Ça va Juste peut-être être parce que- Noah Lang, non? Justement pour un peu cette continuité avec le premier tour. Moi, je pense qu'il y a trop de gens qui n'aiment pas son caractère. Et je pense Ok. qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter justement contre ça. Contre je pense ça. footballistiquement, Ok. pour moi, il les mérite. Mhm. Mais je pense qu'en Belgique, on n'aime pas son à caractère, fait. aussi comment il va terminer la saison avec son carton rouge. Tout ça, ça joue contre lui. Parce que tous les semaines, on parle de son caractère. Mhm. Donc, je pense qu'en Belgique, c'est pas possible. Près de devoir gagner un joueur comme Van Zer ou Undav. Mais encore une fois, c'est la première fois depuis que je connais le soulier d'or que je vois personne qui s'est vraiment démarqué. Et ça veut assez dire pour du championnat Belgique aussi, parce que comme Guillaume l'a dit, c'est pas normal que tu votes pour 6 mois de deuxième tour. Tout à fait. C'est différent parce que, C'est 2 saisons différentes de toute manière. comme on a ça vu n'a rien maintenant, à il y a voir. plein de joueurs que l'année passée, ils ont bien terminé, Tout à qui fait. voulaient avoir leur transfert. Ils n'ont pas eu leur transfert. Après, ils reviennent en août. Ils ne sont plus le même joueur comme Onuachu. Il n'était pas comme l'année passée. Lang, au C'est début, fait. il n'était pas là. Donc, c'est un peu délicat. Et je trouve que, voilà, pour, comme on a dit, Deketlar, pour moi, c'est aussi trop tôt. Il y a trop de haut et trop de bas. Je ne sais même pas si c'est un 9, si c'est un flanc gauche, si c'est le numéro C'est ça. 10. C'est vrai. Donc, je ne sais pas. C'est dur. Alors, direction maintenant la Première Ligue, avec City qui est le grand vainqueur du week-end grâce à sa victoire face à Arsenal et au partage entre Chelsea et Liverpool. Est-ce que vous pensez qu'ils sont déjà champions? Peut-être un peu tôt pour le Oui. dire, mais... Non, je pense que oui. Je pense que la manière dont ils jouent, c'est vraiment incroyable de les voir jouer. Ils ont 9 points d'avance. Tout moment, ils peuvent mettre un but. Même contre Arsenal, j'ai vu le match. Je me suis dit, ils vont terminer par marquer. Après, Et par contre, c'est pas un super match des Citizens face à Arsenal. c'est pas un super match. Ils n'ont pas vraiment un numéro 9. Ils jouent en fait sans numéro 9. C'est ça. Jesus, il est plus vers le flanc droit qu'en pointe. De Bruyne, il court partout. Gundogan, il court partout. Mahrez, Sterling, tout fonctionne. Derrière, ils sont assez solides que tu dis, mais qui va le battre? Mais, ouais. Je pense que personne ne peut le battre. Et aussi, Guardiola, chaque année, il vient avec un nouveau système, un nouveau style de jeu. Qu'on dit, mais C'est enfin, 11e victoire consécutive. Hein. bah Je sais non, pas si... je vois pas qui peut le battre encore cette année. Et je pense que c'est mérité. Ouais, c'est incroyable, on en parlait avec Clément en disant ouais, c'est sa 3e saison, il commence à y avoir une certaine usure. Ouais. Guardiola, il est là depuis 2016 ou 2017. Ouais. Et à chaque fois, on a l'impression qu'il parvient à restimuler ses joueurs qui, à part la Ligue des Champions, ont tout gagné. Mhm. Enfin, je veux dire, pour eux, gagner la Première Ligue, c'est plus... C'est un peu limite blasé, en Oui, fait. c'est ça. Et Ouais. c'est difficile de continuer à maintenir un tel niveau. Ils avaient eu un creux d'ailleurs l'année où Liverpool est champion, où on sent que dès qu'ils sentent qu'ils ne vont pas être champions, alors ils lâchent et Liverpool avait fini avec une grosse avance. Mais ici, sur cette saison, c'est d'autant plus incroyable que je pense que c'est la Première Ligue la plus forte des dernières années. C'est un niveau Quand on voit mais le- stratosphérique. Hein. En fait, il y a 3 équipes, Liverpool, Chelsea et Manchester City. C'est 3 équipes qui ont le niveau pour être champion d'Angleterre, Incroyable. pour être la meilleure équipe d'Europe, Tout à fait. même, sans problème. Tout à fait. Et City qui parvient à creuser un tel écart avec une telle régularité, c'est vraiment impressionnant. Après, ils ont eu de la chance quand on voit Chelsea, tous les cas de Covid qu'ils ont eu. C'est ça. Ouais. Bah, C'est pour City ça, n'en hein. a pas eu. Mais malgré tout, ils ont continué à gagner. Ils ont eu des moments, quand ils jouent contre Leicester récemment, dans ce match complètement fou, finalement Leicester revient dans le match. Mais les 20 premières minutes, on a l'impression que City va gagner 12-0. Quoi. Tout à fait. C'est vraiment incroyable. Et ce niveau-là, honnêtement, c'est un niveau qu'en suivant le foot depuis des années, On a rarement on a vu, hein. rarement vu. Ouais, ouais. Parce que même face à Arsenal, ils n'ont pas été extraordinaires. Ils ont été même un peu poussifs. Parce que même après le carton rouge, donc le double carton jaune, ils ont marqué seulement à la toute dernière minute. Donc c'était quand même difficile, même ce match-là. Et ils arrivent quand même à faire la différence. Enfin, on va en parler face à un Arsenal qui commence un petit peu à monter. Mais même sans bien jouer, ils arrivent à faire la différence. Quoi. Avec un Arsenal qui jouait mieux. Vraiment mieux, qui était beaucoup plus impactant. Oui, et aussi surtout qu'avant, on dit toujours, De Bruyne, il n'est pas là, ça allait moins. Tout à fait. Maintenant, plus. Mais De Bruyne, il n'était pas là pendant quelques semaines. Bernardo Silva, Tout à fait. Ils sont moins dépendants de il y a ce Bruyne. niveau qu'on se dit, mais en fait, De Bruyne, il n'est pas là, mais il y a Silva qui peut faire ça. Mahrez, au début, il ne jouait pas, il était un peu dégoûté avec le coach, il les remet, il joue bien. Sterling, c'était président de la fin pour lui aussi. Lui, tout d'un coup, il revient aussi. Donc, C'est ça la force de Guardiola, c'est à chaque fois avoir un joueur clé dans chacun de ces systèmes qui arrive à faire la différence constamment, à être régulier, à être extrêmement fort. Et là maintenant avec De Bruyne qui remonte, qui commence à retrouver son niveau, comme vous dites, je ne vois pas quelle équipe va pouvoir aller les chercher. Quoi. ouais, je pense qu'ils ont plusieurs joueurs clés. C'est pas seulement Tout à De fait. Bruyne. Avant, c'était seulement De Bruyne. Tout à Maintenant, fait. ils ont 4-5 joueurs clés qui
peuvent faire la différence quand ils veulent. Et ça encore sans numéro 9. Sans numéro 9. Non, c'est clair. Sans un vrai buteur dans l'équipe. Donc, normalement, on dit toujours que tu as besoin d'un vrai buteur pour être champion. Mais ils montrent le contraire, qu'en fait, que Guardiola, en tout cas, lui, il n'a pas besoin d'un numéro 9 pour faire son jeu. Et Guardiola, c'est un coach qui est très, très demandant de ses joueurs. Et franchement, ce qu'il fait, c'est... Mais il lui manque plus de la Ligue des Champions maintenant. Là, c'est quand même un vrai objectif. Enfin, cette année, encore plus avec les 9 points d'avance, ils peuvent un peu... Et quand la Première Ligue est très disputée, on sent toujours les équipes anglaises un peu plus faibles, entre guillemets, un peu plus fatiguées lors de la Ligue des Champions. Mais là, avec 9 points d'avance, ils peuvent être hyper concentrés sur la Ligue des Champions. Je crois que de toute façon, les équipes anglaises ont tellement de marge sur les autres championnats sur ces dernières saisons. En fait, le gros tournant de la Première Ligue, c'est quand ils ont commencé à... Ils avaient plus d'argent que les autres, mais à un moment, ils le dépensaient mal. Et puis, ils ont eu le nouveau contrat qui leur a donné encore plus d'argent. Et là, ils ont commencé à ramener Klopp, Conte, Tuchel, Guardiola, dans le désordre. Les plus grands, ils ont ramené les plus grands coachs actuels. Et là, c'est là qu'ils ont vraiment repris le pouvoir petit à petit. Et ici, on voit sur les dernières Ligues des Champions, on a l'impression que c'est quasiment impossible. Tout à fait. Même pour le Real ou le PSG, il faut un PSG dans un jour stratosphérique pour pouvoir éliminer... Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'éliminer une de ces équipes, il faut sans doute en éliminer 2 ou 3 pour arriver au bout. Donc, je pense que le danger pour City, ça peut être qu'ils sont très forts pour gérer un championnat, mais que sur 1 ou 2 matchs, ils peuvent être piégés. Et donc, ça reste quand même un échec de ne pas remporter cette Ligue des Champions avec cet effectif-là, avec ces qualités-là, avec ce coach-là, qui a déjà remporté la Champions League. Je ne sais pas si c'est un échec ou si on est trop exigeant parfois. En fait, on a l'impression que si City est champion d'Angleterre, mais perd en demi-finale ou même en finale de Ligue des Champions, c'est un échec. Et ça, c'est fou. Parce que c'est vrai. Tout peut se jouer sur... je veux dire, l'année passée, ce match, cette finale de Ligue des Champions, De Bruyne sort blessé très tôt. Ça change un peu la physionomie du match. Au final, Chelsea gagne pas avec une marge incroyable. Et on remet en question le travail d'un entraîneur sur un match, alors qu'ils ont été incroyables pendant 50, quoi. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est toujours dur de parler d'échec quand on ne gagne pas la Ligue des Champions. Après, la Ligue des Champions, ça reste une campagne. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est plus vite un match qui te tue, quoi. Qu'en championnat, tu peux rater un moment 2-3 matchs, c'est ta régularité sur toute la saison. En Ligue des Champions, si tu rates ta demi-finale aller ou retour, et c'est souvent arrivé avec Guardiola. Carton rouge. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais par contre, quand tu vois un Bayern, par exemple, quand ils commençaient leur campagne européenne, tu voyais le bout, tu savais qu'ils allaient gagner. Pareil, le Real, quand ils ont gagné 2016, 2017, 2018, tu savais qu'ils allaient gagner. Tu le sentais. Mais parce que je trouve qu'avec City, ou même le PSG, qu'on dit peut-être potentiellement favori, on a moins ce sentiment-là. On est moins sur 2 en Champions League. En fait, je pense que la grande différence, c'est que la Ligue des Champions, c'est plus une compétition de joueurs. Ouais. Enfin, les entraîneurs ont moins d'importance et le plan de jeu qu'ils installent. C'est pour ça que Ronaldo est hyper efficace en Champions League. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que le Real était si fort. Parce que le Real, ils avaient une équipe incroyable. Tout à fait. Et quand on voit l'équipe de City maintenant, ok, ils ont plein de très bons joueurs. Mais si tu dois dire les 5 meilleurs joueurs du monde, est-ce que tu mets un joueur de City dedans? C'est pas toujours sûr, quoi. Je pense que... Non, c'est vrai. De Bruyne. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a cette nuance-là. Est-ce que City a un attaquant du niveau de Mohamed Salah, par exemple? C'est pour ça que moi, je mettrais plutôt Liverpool gagnant de Ligue des Champions. Moi, je pense aussi. Parce que même, ils ont Van Dijk derrière. Ils ont devant, ils ont les deux, Mané et Salah, qui peuvent chaque moment faire la différence. City, tout doit venir du milieu de terrain. Et tout le monde le sait. En Ligue des Champions, toutes les équipes, ils peuvent se préparer une semaine à l'avance. City vont venir, ils n'ont pas de numéro 9. Donc, comment on va attaquer leur milieu de terrain? Et c'est ça, en Ligue des Champions, les équipes, ils ont plus de temps et ils ont aussi plus de qualité. Tout à fait. En championnat, ils vont jouer à Brentford, à Aston Villa, avec tout le respect pour eux. Ils n'ont pas les talents d'un De Bruyne ou un N'Golo Kanté maintenant. Est-ce que vous avez vu le match qu'il a fait hier? D'ailleurs, magnifique transition. Quand j'ai vu le match d'hier, je dis en ce moment, c'est peut-être un des meilleurs milieux de terrain au monde. Et ça fait depuis un moment. Il était un peu moins il n'y a pas longtemps, mais quand tu le vois juste le match d'hier, tu me dis, waouh, quel joueur. Mais d'ailleurs, parlons du match d'hier, Chelsea-Liverpool, incroyable. Hein. Moi, je crois que c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu depuis le début de la saison. J'ai trop vibré, c'était magnifique, avec ce goal de Kovacic, qui est probablement un des meilleurs goals de l'année, qui va certainement l'être d'ailleurs, qui était une reprise de volée magnifique. Comment on peut analyser ce match totalement fou entre ces deux équipes, qui pourtant, Liverpool menait 2-0,
Voilà, mené complètement. Puis c'est Kovacic qui a fait le tournant. Tu parles du milieu de terrain. Je trouve que Chelsea a quand même dominé même la fin de rencontre sans concrétiser cette domination. Comment on explique ce niveau si élevé entre ces deux équipes et ce match totalement fou de qualité C'est vraiment les premiers 25 minutes. Je pense que Liverpool allait gagner avec 0-5. À fond. Même si Chelsea jouait leur match, je me suis dit Liverpool, ils vont gagner avec beaucoup. Et je pense que si hier il y avait Klopp sur le côté, ils allaient le faire. Mais ils n'avaient pas l'énergie de leur coach sur le côté, parce que quand on est sur le côté, on dirait que... Mais en fin de match, on les a sentis un petit peu essoufflés. Hein, voilà, et c'est ça que tu as besoin d'un coach qui fait ça. Et eux, ils ont l'habitude d'avoir Klopp sur le côté, que lui-même son énergie, je pense que ça transmet sur l'équipe. Parce qu'hier, à un moment, on a ressenti que Chelsea ils prenaient le dessus. Tout à fait. Donc Kanté, il faisait tout ce qu'il voulait au milieu de terrain. Tout à fait. Pulisic, il faisait tout ce qu'il voulait sur le terrain. Kovacic. Aussi. Donc, et ça m'a fait bizarre de voir Liverpool comme ça, un peu faible. Donc, mais encore une fois, le match d'hier, c'était... Par contre, il n'y a aucun des deux qui sort vainqueur de cette rencontre, quoi. À part nous, les spectateurs neutres, on va dire. Mais parce que eux, le match nul n'arrange personne à part City, quoi. Non, c'est ça. Et c'est... Enfin, en fait, il y avait vraiment deux dynamiques sur le terrain. On avait une équipe de Liverpool qui est capable d'avoir des moments très, très, très hauts. Et Chelsea qui est plus régulier. Ils ont moins de bas que Liverpool, mais ils savent aussi monter moins haut. Tout à fait. Et donc, eux, ils avaient plus besoin d'un match qui contrôlait. Et ils y sont presque jamais arrivés, tellement Liverpool mettait souvent l'intensité supérieure. Et donc, je pense que ça ressemblait plus, de manière générale, au match que Liverpool avait envie de jouer qu'au match que Chelsea avait envie de jouer. Et, mais ils se sont fait un peu prendre, en fait, au final, Liverpool. Oui, c'est ça. Chelsea a réussi à revenir d'un peu nulle part. Complètement. Et puis, même par après, il a fallu du temps avant qu'ils reprennent le contrôle, parce que Liverpool, de nouveau, appuyait. Donc ça, c'était vraiment deux philosophies de jeu différentes, avec une équipe de Chelsea qui est beaucoup plus contrôlée dans tout ce qu'elle fait. Et en fait, le symbole de Chelsea, c'est Kanté, qui a un milieu qui contrôle, qui récupère, qui met de l'énergie, mais qui contrôle. Et le symbole de Liverpool, c'est ses attaquants. Et ça dit déjà beaucoup de la dynamique des deux équipes. Edouard Mendy, qui a encore sorti des arrêts hier. Oui, je pense qu'en ce moment, c'est un des meilleurs gardiens. Mais c'est un truc de dingue. Si on parle de Courtois et Ter Stegen, peut-être un peu moins maintenant, on doit aussi parler de Mendy. Parce que je crois que Courtois et Mendy, pour moi, c'est aussi les deux meilleurs gardiens actuellement. À un moment, il y a Salah, il a fait un tir du milieu de terrain et tout le monde a vu ses mains. Mais je ne pense pas que les gens ont vu son travail de pied. C'est incroyable. Il est immense. Et de faire ses coordinations avec ses pieds, d'aller chercher le ballon dans le lucarne. Exactement. En reculant, c'est incroyable. Donc, j'en ai des frissons rien que oui, donc, et même 2 minutes après, 3 minutes après, il a encore fait de nouveau, sur, je pense, sur Salah ou Mané. Mané. Donc c'est vraiment fou. Et lui et Kanté, voilà, ça fait du bien de voir des joueurs comme ça. Et Salah et Mané aussi. Hein. Là, Mohamed Salah, c'est quand même... Actuellement, c'est un des meilleurs joueurs au monde, on est d'accord. Ouais, sur le début de saison, c'est clairement une des grosses références offensives mondiales. Enfin, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui atteignent ce niveau-là. Il y a Lewandowski, Haaland en Allemagne, il y a Benzema, Mbappé. Mais clairement, Salah, il est au moins au niveau de cela. Parlons un petit peu d'Arsenal. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je voulais aussi dire Salah, il est aussi humble. Moi, j'aime bien les joueurs humbles. On parlait de Raphaël avant qu'il est humble, Raphaëlov. Salah, c'est un peu la même chose. Tous les semaines, il marque des buts, on peut tacler, toujours il reste calme. Je l'ai rarement vu perdre son calme. Juste une fois contre Ramos, je pense qu'il a fait perdre son calme. Mais pour le reste, il est tellement humble et tellement calme que ça fait de lui un joueur de classe mondiale. Tout à fait. Que, quand on parle de top 5 au monde, il est dedans. Il est dedans. Ouais, tout à fait. Et il a eu une métamorphose assez incroyable, c'est qu'il était très fort il y a quelques saisons, et puis il avait un peu décliné en tombant dans le piège du joueur de foot qui trouve que Instagram est plus important que le terrain et qui donc fait beaucoup de musculation. Le marketing et tout et il était trop musclé, en fait. Et le problème d'un joueur de ce style-là, dynamique, c'est que parfois la musculation du haut du corps, c'est un peu l'ennemi du sportif dynamique. Il avait perdu ça. Et maintenant, si on voit maintenant Salah, des photos de lui par rapport à des photos d'il y a 1 ou 2 ans, il est de nouveau beaucoup plus fin. Et c'est ça qui fait la différence dans son dynamisme, parce que il y a un côté Robben, parfois tout le monde sait ce qu'il va faire, mais il le fait tellement vite qu'on ne sait pas le défendre. Ouais. Aussi, pour revenir sur le match de hier, c'est juste une question, la faute de Mané au début, est-ce que pour toi c'est un carton rouge ou pas? En Belgique, je pense qu'il donne rouge en Belgique. Ouais, je crois qu'en Belgique, il donne carton rouge. Après, pour moi, c'est difficile. J'ai toujours dit que je ne me mettais pas à la place des arbitres, parce que
J'ai eu la malchance de devoir arbitrer des matchs, parfois des matchs amicaux en provincial, et c'est déjà une galère. C'est mal passé. Alors arbitrer des matchs de première ligue, je voudrais certainement pas être à leur place. Et puis après, il y a eu une autre faute dans la deuxième mi-temps. Finalement, ils ont fait sortir le joueur pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème ni quoi que ce soit. Voilà. Mais en première ligue, c'est vrai, c'est beaucoup plus physique. C'est une intensité. À un moment donné, je crois qu'il y a pendant 10 minutes, la balle ne sort même pas. Mais t'imagines, vous restez c'est une intensité qui est rare dans le foot. C'est un truc de dingue, c'est un niveau... Oui, et aussi le but de Mané, 5 minutes avant, il a eu la même chose. Tout à fait. Mandy, il a sauvé, et 5 minutes après, Mané, il fait le bon geste, et un gardien Keller que j'ai jamais jamais vu jouer. Non. Et franchement, il a fait son match, donc franchement, c'était un bon match hier. Très bon. Et parlons un petit peu d'Arsenal, qui, je le rappelle, début de saison, les 6 premiers matchs, aucune victoire. Là, ils sont 4e. En jouant bien contre City, donc ils jouaient très bien contre les plus petites équipes. On attendait d'eux qu'ils confirment face aux plus grandes. C'est assez étonnant de les voir à ce niveau. Oui, parce que on parlait de Kompany tout à l'heure qui a eu la chance d'avoir beaucoup de temps à Anderlecht, sans doute plus que n'importe quel entraîneur d'Anderlecht. Arteta, il a eu beaucoup de temps. C'est sa 3e saison, plus ou moins. Moi, je suis de la génération où plein de gars sont supporters d'Arsenal parce que c'est un peu la génération Thierry Henry quand on était jeune. Et ils devenaient tous fous sur Arteta. Et maintenant, ils se disent ça joue quoi. Mais ça a pris beaucoup de temps parce que il a changé complètement leur façon de jouer. Ils ont eu l'intégration de Ramsdale au but qui a été super importante, qui non seulement fait des arrêts incroyables, mais qui a un jeu au pied vraiment rarement vu. Il fait des passes claquées au sol de 50 mètres incroyables. Et ils ont beaucoup de jeunes joueurs qui donc ont eu besoin de temps pour c'est vrai qu'on peut comparer, comme tu dis, vraiment Anderlecht et Arsenal un petit peu. Il y a Bukayo Saka, le niveau qu'il atteint maintenant. Il a fallu lui laisser apprendre pendant un an et demi avant qu'il puisse aussi, qui joue avoir ces prestations-là régulièrement. Voilà, c'est une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs qui maintenant commencent à avoir pris tous un peu de la confiance et de l'expérience et qui sont sur une phase ascendante, qui fait que c'est une des équipes les plus agréables à avoir joué de Première Ligue. Mais par contre, ça peut aussi se retourner contre eux quand on est jeune comme ça. Tu perds vite la concentration, la régularité, et ça peut très vite redescendre dans le classement aussi. Oui, c'est un peu comme Anderlecht. Et comme par hasard, Kompany et Arteta, ils ont fait l'école de Guardiola, tous les deux à City. Donc, il y a un peu le même style de jeu. Et Arsenal, franchement, avec tous les jeunes, Sambi, Odegaard... il y a toujours un peu Lacazette et Aubameyang qui sont un peu plus âgés. Lacazette, pour l'instant, qui est hyper décisif avec Arsenal. Et c'est bizarre parce qu'il y a quelques semaines sur le banc. Donc, tout à fait. Le foot, ça joue tous les semaines. Et franchement, Arsenal, je ne les vois pas dans le top 4 parce que pour moi, ils sont un peu trop jeunes. Et il y a tellement d'équipes qui sont assez forts avec les coachs. Je ne sais pas si on parle après de Conte à Tottenham maintenant, s'ils font une différence aussi. Donc, ils sont un peu jeunes, mais ça fait plaisir de les voir jouer tous les semaines parce que tous les matchs, il y a des buts qui vont arriver. Il y a un beau foot à voir. Et voilà, aussi avec plein d'erreurs, parce qu'ils restent jeunes. Mais ça, c'est très beau à voir. Mais tu parlais de Tottenham, ils sont 6e avec 2 matchs de retard. Et ils ont que 4 points de retard sur Arsenal qui est 4e. Donc c'est vrai que Tottenham va être aussi un petit peu la plaque tournante peut-être de cette Première Ligue avec Conte. A priori, ça va être bien pour Tottenham. Il y a Manchester United aussi. Donc, qui a 2 matchs de retard aussi. Là, on commence à avoir, avec Manu qui revient un peu dans le parcours, on commence à avoir les 6 grosses équipes de Première Ligue qui se retrouvent toutes en même temps à un bon niveau. Ça faisait longtemps que ce n'était plus arrivé. Et donc, forcément, puisqu'il n'y a que 4 places pour la Ligue des Champions, ça va être une grosse lutte pour la suite. Mais est-ce que Manu, on peut lui faire confiance qu'ils vont revenir? Parce que chaque année, pour moi, c'est un peu... OK, maintenant, ils ont Ronaldo qui peut faire la différence. Mais est-ce que c'est assez pour arriver là où ils doivent arriver? Moi, je vois plus Tottenham arriver avec Conte. Conte, il a fait une équipe Tottenham en 4-5 semaines. Une équipe qui est dure à battre. Kane, tout d'un coup, il commence à remarquer. OK, penalty ou pas, mais il commence à remarquer. Son aussi, il commence à remarquer. Ils ont un effectif assez large. Donc, en plus, il y a des gros matchs maintenant et Tottenham ne perd aucun joueur qui va à la CAN. C'est une des seules équipes du top qui perd aucun joueur qui va à la CAN. On en reparlera après, Liverpool, etc., ils perdent beaucoup de joueurs. Et des grosses rencontres avec tous leurs joueurs, avec Conte, on le sait, qui est incroyable comme entraîneur. Donc oui, c'est assez... moi aussi, je les vois aller très très haut et on verra bien ce que ça va donner. Mais je voulais quand même parler de Chelsea. Lukaku, on en parle. Donc il a fait une sortie médiatique sur Sky Italia en disant qu'il n'était pas du tout content de sa situation à Chelsea, qu'il n'aimait pas le système de jeu dans lequel l'avait mis Tuchel, qu'il n'aimait pas sa position et qu'il savait qu'il allait retourner à l'Inter. Donc il a été écarté directement du match parce qu'apparemment c'est trop proche du match et donc pour la concentration, Tuchel a préféré l'écarter.
Comprenez-vous cette sortie médiatique? Il sait que ça va faire grand bruit. Hein. Je pense que c'est un peu mal tombé. Je pense que Romelu, c'est quelqu'un... Bon, il parle pas souvent, mais quand il parle, il va vraiment parler. Mais donc c'était réfléchi. Je pense que ce qu'il a dit, que c'était réfléchi, mais je pense que c'est un peu sorti de son contexte. C'est pas ça que vraiment il voulait dire. Mais bien sûr, dans le média anglais, c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment le show. C'est pour ça qu'ils disent toujours que l'Angleterre, c'est un peu piégé pour les joueurs de foot. Après, bien ou pas, voilà, il a dit ce qu'il allait à dire. Ils ont une réunion d'urgence aujourd'hui avec la hiérarchie, etc., pour voir un peu quoi faire. Urgence pourquoi? Ok, les joueurs, tu les dis, écoute, ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est un grand garçon. C'est pas un petit joueur, bien sûr, c'est normal. En Inter, c'était le roi. Ils ramenent les champions de nulle part tout d'un coup, donc c'est normal. C'est toujours leader d'ailleurs, hein, Guillaume, c'est ça, ils sont leaders. Hein. Il a fait parler son Ils ont cœur. plus de points que l'année passée à la même période. Okay. Ouais, ça aussi, mais il a fait parler son cœur et écoute, tous les joueurs de foot, on est humains. Romelu, il a parlé de son cœur et malheureusement, il y a les médias qui ont sauté direct sur ça. Il s'est un peu transformé contre lui. Et maintenant, j'espère pour lui que voilà, il va un peu on va dire, donner. Mais donc son envie est de partir, tu penses? Je pense déjà partir maintenant? Non, je pense pas. C'est juste pour un petit peu en ce moment-là, il veut jouer. L'année passée, il a joué tout le match, il est revenu de blessure, il jouait parce qu'il fait tellement de confiance. Maintenant, il est dans une équipe Chelsea où il n'est pas titulaire. Hein. Il est titulaire, mais pas titulaire incontestable. Mais bon, il revient, il marque direct, donc c'est un buteur. Même dans toutes les situations, il va revenir, il va marquer. Juste malheureusement, maintenant pour lui, que c'est un peu tourné contre lui. Et voilà, c'est la malchance. Et toi, toi qui aimes beaucoup à l'Inter, tu le reverrais à l'Inter? Tu penses qu'il ce serait en fait très mal perçu. En fait, il est parti de l'Inter avec une image assez négative puisque, en gros, l'été passé, l'Inter devait financièrement vendre un joueur. Et donc, ils ont vendu Hakimi au PSG. Oui, tout à fait. Et puis, par après, il y a eu une approche de Chelsea pour Lukaku. Et donc là, l'Inter n'était pas obligé de vendre. Mais Lukaku a dit « Chelsea, c'est mon club. Moi, je veux y aller ». Et en fait, le vrai problème pour les supporters de l'Inter, il est là, c'est que il dit moi je m'en vais parce que Chelsea c'est plus que l'Inter. Et donc l'Inter après négocie un maximum et s'en tire très bien à ce niveau-là financièrement. Mais alors il peut pas dire 6 mois après en fait j'aime plus l'Inter. C'est un peu ce qui c'est un peu incohérent. C'est un peu ce qui ressort. Et après moi j'ai pas vu l'interview en entier donc je sais pas si c'est des extraits qui trahissent un peu le propos ou pas. Mais ce qui ressort des extraits qu'on voit c'est en fait je vous aimais quand même bien les mecs. Et ça donne un peu une situation délicate. Et ce que je trouve délicat, et là où je comprends la réaction de Tuchel, c'est que il peut pas se mettre comme ça devant une équipe qui n'est pas n'importe quelle équipe. Je veux dire, c'est pas comme s'il était arrivé à Tottenham. Non. Il est arrivé à Chelsea, champion d'Europe en titre, tout à fait. Qui a été champion d'Europe sans lui. Tout à fait. Et donc, on peut pas dire on m'utilise pas assez bien. Alors, oui, d'un côté, il y a le prix de son transfert qui fait qu'il doit jouer et que lui arrive comme une star quand il revient à Chelsea. Mais de l'autre côté... Dès le début, il est hyper décisif directement. Il marque très tôt dès qu'il arrive. Mais il a marqué contre Aston Villa et contre Arsenal, mais en tout début de saison. Tout à fait. Il n'a pas été aussi décisif qu'attendu dans les gros matchs pour l'instant. Et les gros matchs, l'année passée, avec Tuchel, Chelsea les a gagnés sans lui. Dans une équipe qui fonctionnait bien. Donc, évidemment, je comprends son impatience et le fait qu'il ait envie de tout jouer parce que c'est un compétiteur. Lukaku, c'est une figure de NBA. Il y a un peu ce côté très américain dans ses réactions. Et on n'imagine pas LeBron James ne pas jouer en NBA. Lukaku, c'est pas LeBron James, mais c'est un peu. Il revient comme le joueur star de la franchise. Et au final, il n'est pas le joueur star. Et donc, c'est un peu une situation dérangeante qui lui déplaît. Mais malgré tout, ça reste pour moi une erreur de communication qui peut se régler. Je veux dire, voilà, il n'a pas été repris hier pour un gros match. C'est une sanction. Ils vont en parler. Ça ne veut pas dire qu'il va partir de Chelsea dans 2 jours. Je ne crois pas. Je pense qu'ils sont ils ont assez de temps et assez de recul pour arriver à résoudre ce problème. Et si petit à petit il est réintégré, il marque un but important, 2 buts importants. Après, on oublie, ça se passe comme ça toujours. Et par contre, je suis quand même étonnée de la sortie aussi de Tuchel qui dit c'est quand même étonnant par rapport à ce qu'il y a à l'entraînement, il est hyper motivé, il est hyper content. Donc c'est vraiment 2 discours complètement opposés. Mais c'est dingue d'un peu laver son linge sale comme ça en public, aussi avant un match hyper important face à Liverpool.
Je trouve ça assez fou même de Tuchel d'avoir répondu comme ça, au lieu plutôt de dire oh, tiens, on en parlera après le match et c'est tout quoi. Mais je pense qu'il est obligé. Enfin, s'il réagit pas, mais il doit protéger ses joueurs. Ouais, En fait, il doit protéger son groupe. C'est ça. Et là, il est un peu obligé de le faire. Je pense que forcément, vu le bruit médiatique que ça a fait, il peut pas dire ça n'existe pas. Non. Parce que sinon, ça peut être mal vécu par le reste du groupe. Donc, en fait, quand le coach parle aux médias, c'est toujours une manière indirecte de parler à son équipe. Guardiola, par exemple, Guardiola, il va toujours dire que tous ses joueurs sont les meilleurs du monde. Tout à fait. Et sans doute qu'il ne le pense pas. Mais il va toujours le dire parce que il sait que c'est important. Enfin, je veux dire, quand Jürgen Klopp, il dit tout le temps Origi, c'est une légende de Liverpool, oui, tout à fait. mais qu'il ne le fait jamais jouer, c'est de la com, quoi. C'est de la com pour son joueur. Tout à fait. Et, pour le garder motivé aussi. Oui, c'est ça. Et donc, à un moment, Tuchel, il est obligé de réagir. Mais ce qui pose question, c'est effectivement le timing de l'interview de Lukaku. Est-ce qu'elle a été diffusée 2 jours après avoir été faite ou 2 semaines et demie? C'est pas la même chose non plus. Et ça lui a peut-être porté préjudice. Peut-être qu'il l'a fait quand il jouait juste avant le match. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça qu'ils ont dit que c'est une interview de date il y a 5 semaines. Donc, ah oui, ok, c'est ça. Oui, j'avais pas vu. Non, c'était quand il venait de blessure. C'était quand il venait. C'était pas il y a 2 jours. Super le timing, quoi. Ouais, c'est le timing qui était un peu mal placé. Après, je pense aussi que c'est un truc aussi pour les fans. Les fans, ils ont un peu réagi un peu très agressif. Tout à fait. Donc, je pense que ça aussi, hier, c'était un peu plus envers les fans pour leur... parce que si jamais Romelu, hier, il allait jouer, peut-être les fans, ils allaient siffler tous les matchs. C'est un peu ce qui est... ça allait tomber sur l'équipe, donc je pense que c'est... Pour la concentration. C'est ce que Tuchel a dit, c'était trop proche du match au niveau de l'émotion. Et ça, je pense que c'est effectivement des choses qui sont importantes. Il fallait de la concentration pour un match comme ça. Et ça, c'était des bruits parasites, quoi. Donc il les a évités. Parce que Lukaku aussi, comment il aurait joué? Est-ce qu'il aurait voulu prouver plus et un peu surjouer? C'est un risque dans ces situations-là, parce que forcément, s'il joue ce match, il va se dire je dois absolument marquer, sinon on va me tomber dessus. Donc il va peut-être un peu trop jouer pour lui, et donc ça peut créer une dynamique mauvaise dans l'équipe. Donc je pense que la réaction du club, elle est logique. Ouais, contre Van Dijk, contre Konaté, qui sont des défenseurs assez physiques, avec les supporters qui sont déjà un peu énervés contre toi, qui vont peut-être siffler quand tu rates un contrôle. Après, ça peut changer le match. Donc pour moi, c'était la bonne décision. Je pense que dès le prochain match, j'espère pour lui, bon, je ne dis pas qu'il va direct commencer, parce que vu que le match qu'ils ont fait hier, mais je pense qu'un Romelu, il revient toujours, sans problème. Direction le Cameroun avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule du 9 janvier au 6 février. Donc elle a été reportée à cause du Covid. Elle devait se jouer en été passé. Elle se joue en plein milieu de la saison. Est-ce que vous trouvez que c'est une compétition qui est un petit peu méprisée? Oui, enfin, il y a eu, on l'a vu avec Sébastien Haller qui a dû répondre à une question à ce sujet-là dans la presse néerlandaise, je pense. Déjà, le fait de la placer en milieu de saison... Tout à fait. C'était sa place avant. Donc, depuis 2019, c'était à l'été, mais sinon, c'était bien de l'avoir déplacé parce que c'est un problème. C'est une preuve indirecte qu'on ne respecte pas, même si le climat en Afrique fait aussi que c'est beaucoup plus simple de jouer en hiver. Mais ça rend la compétition moins importante parce que les championnats ne s'arrêtent pas pour elle. Je veux dire, l'année prochaine, on va jouer la Coupe du Monde pendant la saison. Tout va s'arrêter. Ouais. Si on devait jouer l'Euro pendant la saison, je pense que tout s'arrêterait. Tout à fait. Et ici, ça ne va pas s'arrêter. Donc ça, je trouve que c'est gênant et ça n'aide pas à la médiatisation d'une compétition qui est quand même une compétition majeure. Tu as ça et tu as aussi les journalistes qui demandent constamment aux joueurs « Mais tu vas choisir quoi entre ton club, ta nation ?» Alors que tout le monde est fier de jouer pour sa nation. Donc même ça aussi, ça a le côté un peu... On rabaisse un petit peu la compétition. Oui, mais déjà, quand tu as la double nationalité, toujours on demande « Tu vas jouer pour quel pays ?» Comme moi, on m'a demandé pour Nigeria ou pour la Belgique. L'Afrique n'est pas assez respectée. Et pourquoi? Je ne comprends pas. C'est comme tu vas demander à Hazard, est-ce que tu as envie de jouer pour la Belgique en Euro? Tout à fait. C'est normal. Tous les joueurs, on est africains, on est fiers de jouer pour notre pays. Donc je ne comprends pas toujours les questions. Est-ce que tu veux partir ou tu restes dans ton club? Tous les joueurs, les rêves d'un joueur, c'est jouer pour ton pays, évidemment. Moi, quand j'ai fait danser toute la Belgique dans le stade, toute ma famille était heureuse. Mais évidemment. C'est pareil pour les joueurs africains. On est fiers de jouer pour notre pays. Donc, toujours les questions, est-ce que tu veux aller? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que le voyage? Est-ce que ça? Mais pourquoi? Si on demande un joueur pour jouer pour la Serbie, est-ce qu'on va le demander? Est-ce que tu es fier? Bien sûr. Donc, je trouve que toujours les questions, c'est un peu mal placé. Et je trouve que c'est une compétition qui n'est pas assez respectée parce qu'en fait, elle est comme l'Euro.
Tout à fait. Il y a seulement la Coupe du Monde qui est la plus grande truc. Même le championnat en Sud-Amérique, le Copa. Oui, c'est ça la Copa. Messi, il a gagné. Et grâce à ça, il a gagné la Ballon d'Or. Alors qu'on n'a jamais considéré la Copa América. Alors que personne d'ici regarde le championnat là-bas. Cannes. Alors pourquoi on ne commence pas à respecter la CAN? Parce que la CAN, on va dire, il y a beaucoup de meilleurs joueurs au monde. C'est les joueurs africains, on va dire. Mais t'as Mossala qui sera pas là, qui sera à la CAN. T'as Mané, t'as Keita, Mendy, exactement, Edouard Mendy. Mais d'ailleurs pour Liverpool et Chelsea, c'est que 2 voire 3 journées si l'équipe va en finale. C'est quand même 2 journées, ils vont perdre leurs meilleurs joueurs. Même en Belgique, on perd les Sudali. Exactement. De base, on a perdu Onuachu. Tout à fait. Donc, les meilleurs joueurs partent là-bas. Donc, je pense qu'il est grand temps qu'on commence à respecter la CAN parce que c'est un championnat comme l'Euro, comme la Copa en Sud-Amérique. Donc, les questions toujours, est-ce que tu es fier, est-ce que tu veux partir, est-ce que tu veux rester, moi ça me rend fou, c'est triste aussi, je pense que parce qu'il n'y a pas une personne africaine qui est dans le... En plus, je trouve que ça remet aussi le couteau dans la plaie, parce qu'ils sont tous là à répondre non, je veux jouer pour ma nation. Et oui, ça m'ennuie de louper 2 journées avec mon équipe, mais on le sait, et tout le temps en train de leur rappeler à quel point ils vont manquer à leur équipe, mais ils veulent jouer pour la nation. Moi, je ne comprends pas à chaque fois qu'on leur parle de ça, quoi, alors que ça semble normal pour des Européens ou pour d'autres équipes dans le monde, quoi. Et là, voilà, encore une fois, chaque joueur rêve de jouer pour son pays. Mais évidemment. Donc, si tu joues pour la Belgique ou pour le Nigeria ou pour Cameroun ou pour Sénégal, c'est où la différence? Tous les joueurs rêvent de jouer pour eux, c'est une fierté de porter le maillot d'une nation. Donc c'est grand temps qu'on arrête toujours de demander est-ce que tu es fier, est-ce que tu veux partir, parce que c'est un rêve de tous les joueurs. Le problème, c'est que les championnats ne s'arrêtent pas, parce que quel est le traitement médiatique du coup de la CAN? On en parle maintenant, c'est Chelsea ça va être galère, Liverpool ça va être galère, Gand ça va être galère, Genk ça va être galère. Et donc on parle de la compétition en n'en parlant pas, en parlant des joueurs qui vont la jouer et du coup ne vont pas jouer une compétition qu'indirectement on parle pas de leur nation en fait, on parle pas de leur pays, on parle pas de leur club. On parle à chaque fois de ils vont manquer à leur club plutôt ce qu'ils vont apporter à leur équipe. Et ça c'est un problème d'image et de médiatisation de la compétition. Et qui est le favori? L'Algérie qui est déjà tenante du titre? Il y a quelques pas. Le Sénégal a vraiment une belle équipe. Ouais. Nigeria toujours. Ils sont toujours là dans le dernier 4. Au Sénégal, bien sûr, aussi, ils vont pas être. Il y a toujours une équipe comme Maroc ou Algérie qui sont pas loin. Donc ça sera une belle championnat. Je pense que ça va être beau à voir. Mais que les meilleurs gagnent. D'ailleurs, tu cites pour le Maroc, le joueur du Barça, l'équipe B du Barça qui a décidé de jouer pour l'Espagne et pas pour le Maroc. Ça fait aussi beaucoup de bruit, plus que cette compétition. On parle plus c'est comme ça que finalement Tissou Dali est allé à la CAN puisqu'il a été repris à sa place. Tout à fait. Mais on parlera en tout cas d'office lundi prochain de cette compétition. Et c'est ici que ça se clôture. C'est un autre mot, quelque chose d'autre à dire? C'était clair, c'était bien. On a tout balayé, je pense. C'était assez complet. Marvin, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Voilà. Guillaume, merci beaucoup. J'espère que tu reviendras. Avec plaisir. Merci pour ta clairvoyance. Et merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine dans Entre les lignes.